Waouh, Parce que attendez, attends. figurez-vous que j'étais rattaché à cette émission un petit peu de manière imprévue. Et du coup, j'ai speedrun la chronique. C'était même pas sûr que j'en fasse une. Je me suis dit, T'étais même si pas jamais j'ai. obligé. Voilà. Je me suis dit, si Oui. jamais j'ai pas le temps, tant pis. Mais j'ai voulu essayer. J'ai réussi à genre une demi-heure de l'émission. Voilà. Très fort. La question c'est, j'ai- nous ne dirons pas et tu n'as pas à répondre, mais combien de temps as-tu pris de temps pour préparer cette chronique? Comme ça me permet et tu me Alors. répondras tout à l'heure, je ne veux pas savoir. Je l'ai pas relu. Ah bah moi non plus, hein. Mais J'ai c'est pas j'ai grave. même pas de texte, hein. C'est le jeu vidéo, je serai là pour corriger s'il y a des. C'est le jeu vidéo, mais en des même temps, coquilles. c'est pas tout à fait le jeu vidéo. Pour une fois, je vais pas vous parler genre d'un jeu, de vous faire le test ou je sais pas quoi. Je vais plutôt vous parler d'histoire, mais surtout de matériel. Parce que j'ai envie de parler de matériel, c'est un petit peu un truc que j'aime bien aussi. Il nous a réussi à nous parler de Pokémon, mais imaginez qu'il nous parle pas de Splatoon. Enfin, c'est incroyable. là, vous imaginez Oh. pas. Samy ouvre le 3e pan de son univers. C'est on Il avait va nous Pokémon, parler c'est de Arrête, Super Mario World. J'ai plus que ça. Enfin, c'est juste que j'aime bien. Mais enfin. Donc du coup, histoire et matériel de console, et en fait, à la base, j'aurais bien parlé de beaucoup plus de consoles que ce que je vais vous parler, sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que ça prendrait pratiquement une émission spéciale en termes de temps. Donc je vais juste vous parler de 2 consoles, mais principalement une, la deuxième c'est plus en tangente, c'est la Super Nintendo, qui va être l'histoire principale de cette chronique, et la Sega Mega Drive. Et J'en ai une aussi. ouais, mais toi t'as la 2, moi j'ai la meilleure. Oh. Moi j'ai la plus jolie. Bof. Enfin bref. Et du coup, pourquoi je vous parle spécifiquement de celle-là? C'est des consoles qui m'ont particulièrement marqué. C'est littéralement les premières consoles que j'ai eues de ma vie. C'est avec ça que j'ai découvert le jeu vidéo. Donc c'est des consoles qui ont une place importante dans mon cœur. Et en plus, c'est des consoles qui ont une histoire et du matériel qui sont plutôt intéressants et qui ont été très importantes dans l'histoire du jeu vidéo. Du coup, ça me paraît intéressant d'en parler. Donc, on peut afficher le diaporama. Puisque, donc, pour commencer avec un petit peu d'histoire, on est en 1988 au Japon. Ça fait 5 ans que la Famicom, qui est donc la console qu'on voit en haut à droite, est sur le marché. La Famicom, c'est la NES japonaise, en gros. Et ça fait justement 3 ans que sa version occidentale de la NES est sur le marché américain. Et c'est un véritable raz-de-marée, cette console. Il y a presque 62 millions de ventes à la fin. À cette époque-là, Nintendo a grosso modo 90% des parts du marché, même plus. Pas gagné. Voilà. Et l'une de ses rares concurrentes, ça va être la Master System de Sega, qui est la console en bas. Concrètement, c'est un bid, puisque comme j'ai dit, la NES elle a plus de 90% des parts du marché. Mais Sega va pas dire son dernier mot, puisque la NES elle va finir par montrer un petit peu ses limites. Notamment, le problème c'est qu'elle a un processeur 8 bits, qui est donc quelque chose d'assez ancien, qui reste plutôt limité. Et Sega a bien envie de lancer la première vraie console 16 bits de l'histoire, puisque techniquement, c'est pas elle la première, c'est le NEC PC Engine, mais elle a en réalité que son processeur graphique de 16 bits, du coup elle compte à moitié. Et justement, ce PC Engine, il commence déjà à dépasser la Famicom, mais uniquement au Japon. Et Sega, ils ont aussi envie de faire un truc, c'est que c'est un peu des grands noms de l'arcade. Et du coup, ils ont envie d'avoir aussi une console qui va se rapprocher autant que possible de l'arcade en termes de qualité, en termes de puissance, puisqu'ils ont beaucoup d'expérience là-dedans. Et du coup, on arrive au 29 octobre de la même année, 1988, et la Mega Drive est lancée au Japon. Et les Japonais en ont rien à foutre. Non, c'est pas la Mega Drive, mais le live ne le vaut pas. Trop tard, dommage. Et du coup, donc la Mega Drive est lancée et les Japonais, ils s'en foutent. Ils vont y préférer la PC Engine de NEC, d'autant plus que cette Mega Drive, elle a le malheur de sortir seulement une semaine après Super Mario Bros 3, qui est l'un des plus gros succès de la NES, qui est considéré par beaucoup de gens comme le meilleur Mario 2D.
Donc c'est compliqué. Le troisième, le dernier Mario de la console, Mario fait. le porte-étendard de Nintendo. Enfin, c'est vraiment. Et du coup, on en arrive dans cette même année avec le président de Nintendo de l'époque, Hiroshi Yamauchi, qui commence à avouer qu'il serait peut-être temps pour la NES de tirer ses révérences. Que ça fait quand même 2 ans qu'elle est un petit peu dans une pente descendante. Faudrait peut-être qu'on passe à autre chose. Pour la référence, je coupe Vas-y. vite fait. Super Mario Bros 3, c'est le troisième jeu le plus vendu de la NES, avec 18 millions d'exemplaires, et il est battu uniquement par 2 jeux, Super Mario Bros et Duck Hunt, qui étaient souvent vendus ensemble en Avec la bundle avec console. la console. Et du coup, on va là pouvoir passer à la diapo suivante pour de vrai. Donc du coup, ça fait déjà 1 an que Nintendo est en train de teaser une console 16 bits, qui ferait donc la suite à la NES. Et Ils savaient faire de la com à l'époque. Incroyable. bien sûr, crois-moi, ils ont toujours su faire de la com. Et du coup, finalement, Nintendo, en réalité, ils sont assez pas inquiétés par ses concurrents, malgré le fait qu'ils sont en train de leur passer un petit peu devant. Et ils finissent par annoncer leur Super Famicom, donc la nouvelle Famicom, pour 1989. Elle sera finalement repoussée pour éviter des prix trop élevés à cause d'une pénurie de semi-conducteurs. C'était déjà à l'époque, c'est énorme. Et aussi de laisser plus de temps aux développeurs tiers pour sortir de nouveaux jeux dès la sortie de la console. Et cette annonce très en avance, en réalité, elle va pas mal jouer en leur faveur à Nintendo, parce que beaucoup de gens vont préférer attendre la sortie de la Super Famicom plutôt que d'investir dans une nouvelle console qui est pourtant déjà sur le marché. Là, on peut changer de diapo. Ça va jouer à moitié en leur faveur. En partie. En tout cas, au Japon, ça joue clairement en leur Ouais. faveur. Dans le reste du monde, c'est une autre histoire. Voilà. Parce qu'au Japon, du coup, elle se lance le 21 novembre 1990 et elle va faire un carton absolu. Elle va démarrer notamment avec F-Zero et 1 mois plus tard Pilot Wings, qui vont faire une vraie démonstration d'un des éléments les plus importants de la console, qui est un effet de pseudo 3D qui s'appelle le mode 7 et dont je vais parler plus tard. Et surtout, elle se lance avec un Super Mario World qui est une vitrine technologique pour la console, qui est énormément attendu, notamment du coup par le public japonais, et qui est un peu vu à l'époque comme le Mario ultime. C'est aussi la console à qui on doit le layout des manettes modernes, puisque donc ça va être la première manette qui va avoir 4 boutons de façade, et surtout la première qui va avoir des gâchettes sur la tranche. Et cette manette-là, avec ses formes, finalement, même après la PlayStation, par exemple, va reprendre littéralement cette forme-là, mais juste en lui rallongeant les branches et en lui rajoutant 2 gâchettes. Plus tard, on va y rajouter la manette de PlayStation. Mais concrètement, voilà, le layout, c'est exactement le même. Hein. C'est la même chose. Donc, c'est vraiment la manette qui à partir de laquelle tout a découlé. Mais aux États-Unis, c'est une totale autre histoire. Parce qu'en 1988, la NES, c'est la console et même le jouet le plus vendu du pays pour la 2e année d'affilée, au point où pratiquement 100% des familles américaines ont déjà la NES. Non, et du coup, forcément, des familles. Attends, il y a beaucoup Si. d'Américains. Je t'assure que ce sont les vrais chiffres. Il y a quasiment la totalité des foyers avec un enfant de 14 ans ou moins disposent de la NES aux États-Unis. C'est vraiment un carton gigantesque. Voilà. Est-ce que tu parles du crack ? Non. Ok, on peut l'évoquer vite fait. Quand la NES se lance aux États-Unis, les gens sont dégoûtés des jeux vidéo à cause notamment des consoles précédentes qui sortaient des jeux bâclés, grosso modo, pour faire un très gros raccourci. Et donc, crack boursier au niveau du jeu vidéo. Plus personne ne veut entendre parler de jeux vidéo. Tout le monde est dégoûté du jeu vidéo. Personne ne veut de jeux vidéo. Et, à cause de Atari, oui. À cause d'Atari. Et vendra, pour vendre sa nouvelle NES en dehors du sol japonais, la vendra comme un jouet, la vendra au rayon jouet avec plein d'accessoires, un robot, un pistolet en plastique pour la faire passer pour un jouet. Et c'est Nintendo, à eux seuls quasiment, qui vont relancer tout le marché du jeu vidéo en Occident. En excluant l'arcade. Voilà, en tout cas le marché du jeu vidéo à la maison. Voilà.
C'est quelque chose que j'aurais pu parler dans mon idée d'origine, mais Et ça allait être trop long. Du coup, et j'en c'est parle c'est pas. ça qui explique notamment leur position de quasi-monopole. Tout à fait. Et du coup, réellement, genre la NES, tout le monde l'a, au point que le marché est complètement saturé et que bah, la console va être obligée de décliner parce que tout le monde l'a déjà. Et à côté, tu as Sega qui se dit bah, la Mega Drive, on aimerait bien quand même l'amener en dehors du Japon. Mais ils trouvent pas de distributeur partenaire pour la faire vendre. Du coup, ils vont juste utiliser leur propre filiale américaine. À l'inverse, par exemple, NEC, ils ont pas de filiale, donc ils vont juste jamais réussir à vendre leur console correctement aux États-Unis. Elle va complètement bider. Et Sega of America, du coup, ils vont décider de jouer sur la communication pour se démarquer de Nintendo. Déjà, bah, pour faire un vrai catalogue de jeux, parce que quand ils y arrivent, ils n'ont pas grand-chose, ils vont miser sur les célébrités américaines, les célébrités du sport notamment. Ils vont miser sur des portages très fidèles des jeux d'arcade, qui marchent toujours aussi bien aux États-Unis. Et surtout, ils vont lancer des pubs très agressives, qui se moquaient ouvertement de Nintendo, notamment avec ce fameux slogan aux États-Unis Genesis does what Nintendo. Genesis, c'est le nom américain de la Mega. Donc, littéralement, la Mega Drive fait ce que Nintendo ne fait pas. En France, on avait le fameux Sega, c'est plus fort que toi. Oh, ouais. On a vraiment des slogans qui C'est marquent et qui mettent un coup de poing dans la com de Nintendo. c'est une culture c'est une culture de la pub choc, de la pub aussi un peu rebelle. La mascotte de Sega en Europe, poussée par la France, c'était un punk. C'était vraiment Nintendo, c'est pour les enfants. Nous, on fait C'est ça. des jeux pour les ados rebelles. Oh putain, mais quel enfer de. Ouais, les ados rebelles, Mais machin. Mais ça marchait, tu Ça a rigoles, très mais bien ça marché. marchait totalement. Et d'ailleurs, Sega, pour rajouter dans cette com très agressive et tout, ils vont même inventer un terme qui ne veut absolument rien dire. Ils vont inventer le blast processing. On n'a jamais su à quoi ça correspondait, mais c'était juste pour dire, regardez, notre console, elle est trop puissante. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la vitesse du processeur, d'ailleurs, qui est plutôt lent Bonsoir. en réalité. Pas par rapport à la NES. Oui, à la mais Super Nintendo, pardon. par rapport à Pas la, par rapport à la- par rapport à la Super Nintendo, il est pas. Oui et non. Mais Voilà, ça ne veut rien dire. C'est voilà. c'est commercial commercial. pur. Ouais, mais Blast ça marche Processing. bien, Blast Processing. Ah, bah tout à fait, bah, les gens ils y ont cru. Hein. niveau com. Eh ben alors, Ouais, ils ont quand Sonic va débarquer, l'argument, ça va être la justement. vitesse. Justement. Parce que ces gars, ils n'avaient pas de mascotte jusque-là et ils vont s'en trouver enfin une avec Sonic le hérisson. Hop, je sais pas où est ma caméra, voilà, elle est là, Et énorme. le hérisson qui va vite, ouais. Et oui, parce que du coup Sonic il arrive en 1991, il va être carrément inclus avec la console, ce qui va pas trop plaire aux Japonais, mais que les Américains ils ont très bien compris que c'est ce qui va faire marcher la console. Et c'est réellement le cas, puisque déjà le jeu va démontrer la puissance de la Mega Drive avec la vitesse du personnage, et surtout ça va affirmer son positionnement cool, jeune, pour les ados, avec une mascotte, elle est stylée et elle est rapide. Genre, Sonic, pourquoi il t'aurais porte des envie baskets. Voilà, il a des baskets stylées. Pourquoi tu voudrais jouer un gros plombier moustachu qui se traîne le cul quand tu peux jouer Sonic? J'ai un extrait de 3615 Usul qui me fait beaucoup rire sur ce point-là. C'est Karim Debache, lol, qui fait l'ado un peu débile, qui s'appelle Christophe Rage et qui fait moi j'aimais bien Sonic parce que Sonic il avait des baskets et moi aussi j'avais des baskets. C'est cool les baskets, c'est mieux qu'un pull rouge et une salopette. En plus les pulls ça me gratte. C'est vraiment ça. Hein. C'est Infernal. réellement la communication de Sega, elle a marché comme ça. Et ils ont réellement. Ça a très bien marché. On peut passer à la diapo suivante. Ça va complètement propulser Sega en leader du marché américain. Et jusque-là, c'est une pub qui compare la Super Nintendo et la Mega Drive. Et, à côté, vous avez Sonic. Et du coup, Nintendo, jusque-là, ils n'étaient pas tant inquiétés que ça. Ils essayaient même de convaincre les gens que les consoles le truc du dauphin. c'était pas le futur. Ça n'a pas marché. Les gens ont dit que c'était de la propagande. Et finalement, ils vont finir par admettre que les rumeurs disaient et importaient du Japon qu'il y a effectivement une Super Famicom qui existe et qui arrive. Et ils vont finir par
annoncé que oui, elle finira par arriver aux États-Unis, effectivement, et elle arrivera réellement en 1991 avec un nouveau design qui est moche, mais apparemment les Américains s'étaient adaptés à leur marché. Et surtout, elle va avoir un nouveau nom qui est Super Nintendo, pour en entier Super Nintendo Entertainment System, donc Super NES, NES. simplement. Et C'est... cette Super Nintendo, elle va partir très en difficulté, du coup, aux États-Unis, parce que la Mega Drive, elle a 2 ans d'avance en termes de jeu. Tout le budget de Sega, il part dans du marketing pour essayer de démonter Nintendo. Et en plus, la Mega Drive, elle avait initialement un prix plus faible que la Super Nintendo au lancement. Mais avec plusieurs baisses de prix pour la remettre au niveau, avec l'arrivée de jeux réellement iconiques et aussi un enchaînement de mauvaises décisions de la part de Sega qui va saboter sa propre image auprès du grand public et des développeurs, Nintendo va réussir à revenir devant aux États-Unis dès 1992 et va finalement sortir victorieux de ce qui est réellement la première guerre des consoles. Et ici, on peut réellement parler de guerre parce que aujourd'hui, on a un peu tendance à brandir le terme guerre des consoles un peu n'importe comment. Mais à l'époque, c'était réellement le cas. Sur la com, c'était la guerre. Entre les joueurs, les fans qui parlaient de jeux vidéo, c'était la guerre. On n'est pas, Oui. on n'est pas au niveau actuel où tous les constructeurs, dès qu'il y a 2 personnes qui sont en train de se battre sur Twitter, ils viennent faire leur petit message. Non mais on s'entend bien entre les différents constructeurs, c'est cool, on se respecte. Non, ça n'avait rien à voir. Non. Est-ce que tu vas parler des procès de la censure des jeux vidéo aux États-Unis? Pas du tout, car je vais parler de matériel maintenant. Donc tu Et peux ben commencer. voilà. Pour montrer à quel point c'était une guerre marketing, aux États-Unis, il y a des jeux sortis par Sega, comme par Nintendo, notamment on peut citer Mortal Kombat et Night Trap, qui vont faire polémique par leur violence et leur dépiction graphique. Un peu ridicule, mais bon, c'est les Américains. Ça va entraîner des procès qui aboutiront à obliger les constructeurs à mettre en place des systèmes de classification pour les jeux, comme ce qui existe au cinéma et ce qui donnera l'ISRB et en France PEGI, bien des années plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que pendant ces procès, c'était vraiment toute la stratégie de Nintendo, c'était mais on voit pas ça sur Nintendo, tout ça c'est Sega, moi vivant on ne verra jamais ce jeu sur une console Nintendo. Le jeu est sorti sur Switch. C'est vraiment, c'était une guerre ouverte de marketing entre les deux constructeurs. Et vraiment, vous pouvez chercher sur internet tout ce qui touche au marketing de Sega et Nintendo. Il y a plein de vidéos sur l'histoire de ces 2 consoles, etc. C'est vraiment, en termes de marketing, ils se foutaient sur la gueule, vraiment. Moi, je recommande les podcasts de l'association Emo5 qui sont disponibles sur Spotify, etc. J'ai écouté justement hier, je crois, celui sur la Mega Drive. Ça parlait un peu de ça. Et du coup, revenons au sujet. Ce qui va faire le succès de la Super Nintendo, c'est pas réellement sa puissance. Puisque donc, en termes de processeur, et là on va devenir un petit peu technique, mais pas trop quand même. Donc le processeur de la console, on peut le voir sur l'image d'ailleurs, il s'appelle le SCPU, tout simplement. En réalité, c'est un Ricoh 5K22, qui est un processeur qui est basé sur une architecture qui s'appelle le 65C816, qui est un dérivé 16 bits du processeur de la NES. D'ailleurs, le 816 dans le nom de ce truc, ça signifie la possibilité que ce processeur il peut s'exécuter en mode 8 bits ou en mode 16 bits. Ce qui fait d'ailleurs partie des indices qui indiqueraient que la Super Nintendo aurait initialement pu avoir une rétrocompatibilité NES, qui aurait finalement été abandonnée sans doute pour cause de coût. Et face à ça, on a justement dans la Mega Drive un Motorola 68000, qui est un processeur qu'on va retrouver dans, par exemple, les premiers Macintosh de Apple, dans un certain nombre d'ordinateurs, et qui est un processeur un petit peu légendaire. Aujourd'hui encore, il est toujours fabriqué, on le retrouve dans du matériel embarqué. Donc c'est dire à quel point ce processeur est important pour l'histoire de l'informatique. Et ce processeur, il est sur le papier plus rapide, plus puissant que celui de la Super Nintendo, même si en termes d'instructions par seconde, donc le nombre de choses qu'il peut exécuter à la seconde, c'est pratiquement la même chose.
Cette Super Nintendo, elle va aussi disposer d'autant de mémoire vive que la Mega Drive, avec 64 kilooctets, ce qui est pas mal pour une console à l'époque. Mais elle va avoir une bande passante qui est 4 fois moins rapide. Et en plus, elle va avoir quelque chose qui s'appelle le DMA, qui est beaucoup moins rapide. Le DMA, ça veut dire Direct Memory Access, donc accès mémoire direct. Et c'est une technique qu'on retrouve beaucoup dans le matériel de l'époque, qui permet ici au processeur graphique d'accéder à la mémoire principale sans avoir passé au processeur. Ce qu'on devrait normalement faire pour pouvoir récupérer la mémoire vive. Donc là, on va se passer du processeur, donc ça va aller plus vite. Mais la Mega Drive, elle a des composants qui sont conçus spécifiquement pour faire ça, et qui du coup va le rendre beaucoup plus rapide que sur Super Nintendo. Ça va permettre entre autres d'obtenir des jeux avec de meilleures résolutions, avec plus d'objets en mouvement à l'écran, des objets plus gros, avec plus d'images par seconde. Ça va lui permettre même de réussir à faire certaines fonctionnalités qui sont intégrées au processeur de graphique de la Super Nintendo, mais avec du logiciel. Du coup, ça va forcément être un peu moins performant, mais elle va quand même en être capable. Mais justement, ce processeur graphique de la Super Nintendo, ça va être un de ces éléments importants qui vont un petit peu le faire marcher. En réalité, il y en a deux. Vous pouvez le voir sur l'image, PPU1, PPU2. C'est les deux processeurs graphiques de la Super Nintendo. Et le PPU2, il va juste servir à faire des effets en plus. Le vrai processeur graphique, c'est le PPU1. C'est lui qui fait le zoom? Quel zoom tu parles? Les zooms, les rotations qu'on ne voit que sur Super Nintendo. Le mode 7, il est dans le PPU1. Le PPU2, il fait juste des trucs, genre par exemple, quand tu vois dans les fins de niveau dans Mario World, c'est que tu as l'effet de fenêtre. Ouais. Ça vient du PPU2. C'est vraiment juste des petits effets en plus. Tout le réel traitement graphique, c'est le PPU1. Et donc, ce PPU1, il est certes beaucoup moins rapide et puissant que le processeur graphique de la Mega Drive. Il va certes afficher un peu moins de tuiles, mais il a pas mal d'avantages. Donc, en particulier, qu'est-ce qu'il a, ce PPU1 ? Il gère des tuiles de 8x8 ou 16x16 pixels qui peuvent être compressées pour gagner de l'espace sur la cartouche. Il gère jusqu'à 4 arrière-plans de 64x64 tuiles au maximum, qui est plus sur la Mega Drive gère. Avec une résolution d'arrière-plan qui peut aller jusqu'à 256 x 256, jusqu'à 1024 x 1024 pixels, jusqu'à 8 palettes de couleurs de 4 à 256 couleurs chacune, ce qui là aussi est beaucoup plus sur la Mega Drive. Ces arrière-plans, ils vont être évidemment tous défilables pour permettre des jeux à scrolling qui sont classiques de la 2D à l'époque. On peut aussi les mettre en miroir. On va avoir une résolution d'écran, donc c'est réellement affiché sur la télé, qui est assez proche de la Mega Drive. Donc la résolution standard, ça va être du 256 par 224 pixels ou par 240 en Europe, parce qu'on n'a pas les mêmes standards d'affichage. Au maximum, 512 par 448 ou par 480 en Europe. On va avoir des maths intégrés directement dans le matériel pour faire du calcul sur les couleurs, qui vont permettre notamment des effets de transparence plus avancés. Et surtout, on va avoir accès à 32 768 couleurs disponibles, dont 256 on peut utiliser en même temps, alors que la Mega Drive, ça va être 512 au total et 61 en simultané. Donc en termes de couleurs, on va pouvoir faire des choses vachement plus jolies sur Super Nintendo. Une autre de ses particularités à ce processeur, c'est que là où la Mega Drive elle a un seul mode graphique, qui va donc gérer des palettes de 16 couleurs avec uniquement 2 arrière-plans, et démerde-toi avec pour faire un jeu bien. La Super Nintendo, elle a 7 modes graphiques, dont un qui est particulièrement connu, dont je vais parler après. Les 7 modes graphiques, enfin les 8 modes graphiques, pardon, du coup. Oui, c'est... je sais plus compter, bref, c'est pas grave. Donc on a le mode 0, concrètement c'est le mode NES, qui lui aussi du coup suggère qu'on aurait pu avoir une rétrocompatibilité. On a 4 arrière-plans, mais qui n'ont que 8 palettes de 4 couleurs, comme la NES, et on gère des tuiles de 8x8 ou 16x16 pixels, comme la NES. Le mode 1, ça va être le mode le plus commun pour la Super Nintendo, qui n'a plus que 3 arrière-plans, mais les deux premiers ont 128 couleurs, le troisième en a 32. Donc le problème, c'est que ça fait beaucoup plus de couleurs que ce qu'on peut avoir en mémoire, donc il y a quelques couleurs qui vont être partagées entre les palettes, où on va avoir une palette plus réduite pour l'arrière-plan 1 et 2. Mais c'est le mode qu'on va retrouver dans la plupart des jeux, dans la plupart des scènes.
Ensuite, on a des modes qui sont un peu moins utilisés. Le mode 2, il a 2 arrière-plans qui ont donc chacun 8 palettes de 16 couleurs. Mais par contre, il permet un truc assez intéressant, c'est du défilement par colonne. C'est-à-dire que l'arrière-plan, normalement, tes arrière-plans, tu peux que les défiler en entier. Avec ce défilement par colonne, tu vas pouvoir prendre des colonnes de 8 pixels dans ton arrière-plan et les faire bouger individuellement, aussi bien horizontalement que verticalement. On a ensuite le mode 3 qui a aussi 2 arrière-plans avec 256 couleurs et 8 palettes de 16 couleurs. Là, donc, on va partager les couleurs de l'arrière-plan 1 parce que la taille de la mémoire le limite. Mais notre premier arrière-plan, il va pouvoir utiliser des valeurs de couleurs directes. Puisque normalement, dans la mémoire de la console, sur les autres modes, donc tu vas avoir une palette de couleurs dans la mémoire qui dit quelle couleur tu vas pouvoir utiliser. Et ton image en elle-même, elle va juste dire je veux utiliser la couleur à tel indice. Et l'indice, il correspond à un truc dans la palette. Dans ce mode 3, on va pouvoir utiliser directement des valeurs comme dans une image sur un PC, on utilise du RGB. Bah, tu vas pouvoir faire ça, ce qui va te permettre d'utiliser plus de couleurs. Jusqu'à 2048. Et c'est le mode qui va être le plus commun avec la puce SuperFX, dont je parlerai plus tard aussi. Le mode 4, là on rentre dans des trucs vraiment pas très utilisés. C'est un mélange des modes 2 et 3. Donc comme le mode 3 il a 2 arrière-plans, sauf que là le deuxième arrière-plan il a 4 couleurs au lieu de 16. On va avoir aussi le défilement par colonne du mode 2, mais on va pas pouvoir faire en même temps de l'horizontal et du vertical. Ensuite on a le mode 5 qui a 2 arrière-plans aussi, qui propose des palettes de 16 et 4 couleurs. Mais on va avoir 512 pixels de large pour la fenêtre. Ce qui fait que, vu que l'affichage, bon, il est toujours plus ou moins carré, on va avoir une image aplatie, mais on va pouvoir faire certains trucs un peu plus originaux avec ça, par exemple. Et enfin, on a le mode 6, qui lui n'a qu'un seul arrière-plan, qui gère des palettes de 16 couleurs, mais il supporte comme le mode 5, 512 pixels de large pour l'affichage, et le défilement de colonne complet du mode 2. Donc ces 3 derniers modes, ils sont rarement utilisés. Mais il y a un dernier mode qui est réellement l'arme secrète de Nintendo sur la Super Nintendo, et c'est le mode 7. Le mode 7, c'est définitivement le mode graphique le plus connu de la console. C'est celui qu'on voyait dans F-Zero, dans Pilot Wings, dont je vous ai montré les images tout à l'heure. Ce mode 7, il va gérer un seul arrière-plan cette fois-ci, qui va avoir 256 couleurs, ou beaucoup plus avec des couleurs directes, au lieu des couleurs sur palette. Cet arrière-plan, il fait 1024 par 1024 pixels, ou 128 x 128 tuiles de 8 x 8 pixels. Et on va avoir un deuxième arrière-plan qui est en réalité une copie partielle du premier, qui va juste être la moitié de cet arrière-plan 1, mais avec moins de couleurs, mais à la place, il va avoir de la priorité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire tel objet, je veux le placer par-dessus ou par-dessous l'arrière-plan. Ce qui va permettre, par exemple, dans Mario Kart, de faire tomber les cartes en dehors de la map et de les voir passer sous la route. On va aussi avoir donc une couche sprite jusqu'à 9 palettes de couleurs dans ce mode 7. Mais surtout, l'élément le plus important, ça va être des transformations mathématiques qui sont gérées par le matériel lui-même. Donc on va avoir de la translation, on va avoir de la mise à l'échelle, on va avoir de la rotation, on va avoir de la réflexion, donc de la mise en miroir, de la transvection, donc en gros tu prends ton carré et t'en fais un petit peu un trapèze, genre tu le décales. Et tout ça, ça va permettre de donner des effets de fausse 3D. Et c'est la seule console qui va proposer ça nativement dans son matériel. Donc on peut le recréer en logiciel, mais ça demande beaucoup de travail du développeur, c'est moins performant. Et là, je vais vous montrer justement un exemple de ce que permet ce mode 7. Donc si la Mathis, tu veux bien passer sur l'affichage. Ah, ça y est, il sort la manette. Là, je sors la manette, mon pote. Voilà, je vous présente l'un des... littéralement le truc qui a montré le mode 7. Ce mode 7, donc, il va permettre des jeux très impressionnants comme F-Zero. F-Zero, donc, c'est un jeu de lancement de la console. Et il va offrir déjà un jeu de course qui est très rapide. Mais surtout, pour la première fois, c'est pas un jeu de course sur rail. C'est-à-dire que je peux tourner comme je veux. Je suis pas limité en allant à peu près tout droit. Mais surtout, pour la première fois, eh ben, je vais pouvoir faire un demi-tour. Je vais pouvoir voir l'opposé de la course, qui est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans un jeu de course à l'époque. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement innovant pour l'époque. Mais ce jeu, il a une limitation qui est notamment le fait qu'il peut se jouer qu'à 1.
Et en plus de pouvoir se jouer qu'à 1, et bah, si on voulait le faire à 2, la console est trop limitée pour ça. Et c'est de ces limitations que Super Mario Kart, dont j'ai la cartouche par ailleurs, hein. D'ailleurs j'ai aussi la cartouche de F-Zero, hein. J'ai beaucoup de jeux sur Super Nintendo. Voilà, hop. Donc ce Super Mario Kart, c'est né de la volonté de faire un F-Zero à 2 joueurs, mais à cause des limitations de la console, on a été obligé de réduire drastiquement la taille des maps. Et ça va donner ce jeu que je pense que j'ai pas besoin de décrire à quel point c'est une révolution et à quel point il a eu une influence gigantesque. Je rappelle que Mario Kart 8 Deluxe aujourd'hui, c'est le jeu le plus vendu de la Switch de très loin. Et bah, il est né quelque part, hein, ce jeu. Mais surtout, bah, ce mode 7, il va servir à tout plein d'effets divers et variés. Par exemple, dans le Zelda de la Super Nintendo, on va avoir une carte qui est affichée en perspective. Dans Super Mario World, on va avoir des boss qui vont se jouer sur des plateformes qui se penchent. On va avoir plein d'effets comme ça. Donc, on va pouvoir revenir au diapo et à la page suivante. On a aussi un autre élément très important sur la Super Nintendo, c'est son audio. La Mega Drive, elle va proposer en tant que système audio un générateur de bruit qui est géré par à la fois une puce Texas Instruments qui propose 3 signaux carrés et un canal de bruit, qui est quelque chose d'assez basique. Mais on va aussi avoir surtout un synthétiseur Yamaha YM2612 qui est quelque chose qu'on retrouve dans certains synthés de l'époque, genre des vrais synthés pour faire de la musique, quoi. Lui, il va proposer 6 canaux FM stéréo, dont un qui va pouvoir être utilisé pour des samples audio, c'est-à-dire que tu vas avoir concrètement, pour la faire simple, un fichier MP3 dans ta cartouche. Sauf qu'évidemment, c'est pas un fichier MP3, c'est juste des données brutes et beaucoup plus petites, beaucoup plus compressées. Et avec ces samples, tu vas pouvoir les rejouer et les moduler à certaines fréquences pour essayer de générer un son différent. Donc, tu vas généralement stocker, par exemple, tu peux stocker juste un son de piano, juste une note de piano, et ce processeur audio, il va pouvoir le moduler, mais uniquement sur un canal. À l'inverse, donc on va avoir sur la Super Nintendo un système qui est beaucoup moins puissant, qui a plus de RAM dédiée, mais cette RAM, elle va être très rapidement remplie, parce que cette mémoire dédiée, elle va devoir être remplie par tous les samples de la Super Nintendo. Parce que le processeur audio de cette console, il ne fait que ça, jouer des samples. Le problème en plus de la Super Nintendo, c'est qu'elle a une bande passante qui est beaucoup plus faible, donc elle peut pas juste se contenter de streamer des données depuis directement la cartouche. Alors que la Mega Drive, elle peut faire quelque chose comme ça, et en plus, vu qu'elle utilise de la synthèse FM, elle va pouvoir économiser beaucoup de place parce qu'elle va pas être remplie de samples. Elle va juste définir comment on doit faire passer les ondes audio, et ça va générer du son avec ça. Ça prend beaucoup moins de place. En plus de ça, la fréquence d'échantillonnage de cette puce audio est de bien meilleure qualité, donc le son va avoir un effet moins compressé finalement. Sur Super Nintendo, du coup, à la place de tout ce système-là, on a un système qui s'appelle le SSMP, qui est en réalité un processeur Sony, un SPC 700, qui est un nom qu'on retrouve beaucoup sur Internet. Si vous cherchez SPC sur Internet, il y a de grandes chances pour que vous trouviez plein de ressources sur l'audio de la Super Nintendo. Et ce processeur, il est ajouté à un DSP, qui est donc un générateur sonore finalement, qui va gérer 8 canaux stéréo aussi, avec 64 kilooctets de mémoire vive qui vont contenir les données de l'audio. Donc spécifiquement les samples dont j'ai parlé tout à l'heure. Et tout ce système, dans son ensemble, il va être complètement dédié à l'audio, alors que la NES, à l'inverse, le processeur principal devait aussi gérer de l'audio. Donc là, vu que c'est complètement indépendant, ça va permettre de libérer de la charge sur le processeur principal, qui va pouvoir faire du calcul uniquement de logique de jeu, au lieu de s'emmerder avec de l'audio. Et ce processeur, même s'il est moins bon techniquement que le système audio de la Mega Drive, et qui va demander beaucoup plus de place sur les cartouches, parce que les 8 canaux, c'est tous uniquement du sample, l'avantage qu'il a, c'est qu'il va être beaucoup plus simple à programmer que la puce de la Mega Drive. Et du coup, ça va donner d'une part des sons généralement de meilleure qualité musicalement, puisque la Mega Drive, on s'est retrouvé avec beaucoup de jeux qui avaient
de la musique pas ouf parce que c'était plus dur à programmer. Et puis surtout, vu que c'est entièrement des samples, on va avoir beaucoup de liberté dans les sonorités qu'on va pouvoir mettre sur la console, puisque du coup, on peut charger les samples qu'on veut. Donc, on peut faire les instruments qu'on veut. Et ça va donner beaucoup de personnalité dans la musique de la Super Nintendo. Des trucs très variés. Si on peut revenir sur la diapo où il y avait les 2 vidéos d'ailleurs. Puisque je vais vous montrer 2 exemples. Et vous allez voir, ça n'a rien à voir. On peut lancer la première musique, qui vient donc de C'est Yoshi's parti Island. le strike de la VOD. Oh, c'est bon. Voilà. Voilà Corentin, voilà comment le public te respecte, comment les chroniqueurs te respectent. Voilà, Non, bon moi, bah tu t'expliqueras avec Samy. De Non, quoi non, mais moi j'ai toujours dit, vous faites ce que vous voulez, les chroniqueurs. Ouais, on va pas être strike par Nintendo, enfin. Ah si, Non, sûr que cette je musique-là elle est t'assure que non. strikée sur YouTube. Je t'assure que non. Nintendo, il t'enlève ta vidéo que si tu publies que l'audio. Là, c'est pas le cas, on est en train de commenter dessus, donc tout va bien. Bref, on peut passer à la seconde. Alors, on va voir, en termes d'instrumentation, ça n'a rien à voir, même si c'est tout aussi compressé. Hein. Ça, c'est la qualité de l'audio de la console et la taille de la cartouche. Donc, on entend tout de suite, les instruments, c'est pas les mêmes. Ça n'a rien à voir. Là où sur la Mega Drive, du coup, c'est tout la synthèse par la même puce. Donc on se retrouve peut-être avec des choses qui vont être un petit peu plus proches, encore que. C'est quand même un synthétiseur assez avancé, donc ça va. Mais là, sur la Super Nintendo, on va pouvoir faire aussi des instrumentations très différentes, mais de manière beaucoup plus simple. Enfin, et là on peut passer à la diapo suivante, l'un des plus gros avantages de cette Super Nintendo, c'est que elle va avoir beaucoup de puces additionnelles qui vont pouvoir être ajoutées directement dans les cartouches. On va trouver donc des coprocesseurs, on va les appeler simplement, qui vont décharger le processeur principal et qui vont l'aider dans certaines de ses tâches. Il y en a qui sont très très simples, comme le DSP1, qui est juste un coprocesseur mathématique, qui va servir à faire de la trigonométrie, à faire des calculs en virgule flottante, et qui va du coup aider à accélérer un petit peu le mode 7 de Super Mario Kart, par exemple. Mais la puce, sans doute la plus connue de la Super Nintendo, c'est la Super FX. Et elle va permettre pour la première fois de la 3D sur une console de salon, avec un petit jeu qui s'appelle Star Fox, ou Star Wing en Europe, parce qu'il y a eu un problème de copyright, quoi. Donc ce jeu, il va Juste sortir... pour info, Samy, on n'a plus ta cam. Ah, étrange. Ouais. Pourtant, attends, comment ça se fait que j'ai plus ma cam? Et ouais, Ah, terrible. attends. Hop, attends, je vais recharger. Hop, hop. Tac. Est-ce qu'on la voit à nouveau? Mais c'est ou vrai pas que c'était le. Sinon, je recharge carrément la page si on la voit toujours pas. Ça marche? D'accord. Bizarre. Bon. Est-ce que je continue ça? Ok. Vas-y. Très bien. Bon, donc du coup, le 21 février 1993 au Japon, Star Fox sort. Et du coup, ça va être le premier jeu sur console de salon à proposer de la 3D. Alors, c'est de la 3D très basique. Et certes, la Mega Drive aura un petit peu plus tard le Sega Virtua Processor, qui va sortir un an après, en 1994, avec le jeu Virtua Racing, qui est un jeu de course, Même principe. qui d'ailleurs est sur la diapo suivante. Et oui, exactement, c'est le même principe. Juste, le Virtua Processor, il est beaucoup plus puissant que le Super FX. Le truc, c'est que le Super FX, c'est toujours le premier exemple de 3D sur console à proprement parler, puisqu'il y a des ordinateurs personnels qui ont fait de la 3D, il y a d'autres choses qui en ont fait, mais sur console de salon, c'est le premier. Et puis surtout, le Super FX, il va rester dans les mémoires. Il est aidé notamment par le fait que il y a littéralement un logo Super FX sur la cartouche de Star Fox, et surtout par le fait qu'il y a plus de jeux qui vont l'utiliser. Alors que le Virtua Processor, il va être uniquement utilisé dans Virtua Racing,
Et en plus, Virtua Racing, ça va être un jeu très cher à cause de cette puce. C'est moi où le diapo est bloqué? Ah, c'est pas grave. Ok, Il n'y avait donc pas de, il y avait ça, pas de c'est Virtua Racing. branding Virtua Processor pour Sega. Peut-être, mais c'est plus dans le branding du jeu finalement. Mais surtout, genre, qui a réellement entendu parler du Virtua Processor? Ouais. Pas grand C'est quand même, monde, hein. c'est pas autant réputé que le Super FX. Ouais, Du mais coup, les deux, je te jure, mec, Ah, c'est vrai. ah oui, non, mais pour toi, oui, forcément. Mais Oui, non, mais moi, je représente, je pense, la majorité de la population quand même, en tout cas sur ce type de choses, qui n'y je connaît te rien. parle du jeu vidéo à l'époque, Bastien. Ah C'est oui, pas, Tu c'est un n'étais autre pas né. monde. C'est le passé. Moi-même, j'étais pas né de toute façon. Mais oui, ouais. En tout cas, CNPlus c'était quand même beaucoup plus réputé, et quand tu connais un petit peu le matériel de l'époque et le jeu vidéo de l'époque, le Super FX, ça parle. On peut passer à la dernière diapo, parce que ce Super FX, il va avoir un descendant qui est simplement la Super FX 2, et qui va offrir notamment tous les effets dont on a parlé sur le mode 7, mais cette fois sur des sprites individuels, pas juste sur des arrière-plans. Et du coup, ça va donner une véritable lettre d'adieu à la 2D en 16 bits et à la Super Nintendo au passage, avec Super Mario World 2 Yoshi's Island, qui est réellement la dernière preuve de ce que la NES avait réellement dans le ventre, la Super Nintendo, pardon, et qu'en plus on pouvait faire vraiment de grandes choses encore avec la 2D avant de passer à une époque où toutes les consoles allaient être conçues pour la 3D, et surtout de se faire tous écraser par la PS1, malheureusement. Yoshi's Island, c'est un jeu qui est extrêmement impressionnant visuellement pour l'époque, qui montre à quel point les graphismes 16 bits ils restent indémodables. Aujourd'hui encore, on a des jeux qui sont dans une esthétique 16 bits et ça marche toujours aussi bien. Et c'est définitivement l'une des raisons, parmi de nombreuses raisons, qui font que la Super Nintendo va être une grande console qui s'est inscrite à jamais dans l'histoire du jeu vidéo. Et c'est ainsi que je conclus. Sans caméra. Ok, je vais carrément refresh. Vas-y. Hop. et Ça ben, arrive on fort. a appris des trucs. J'ai pas tout Très très compris, beau jeu en effet. mais c'est vachement beau. Ouais. Je savais pas que c'était ainsi. Yoshi's Island, c'est un jeu absolument magnifique. Hein. Petit hommage personnel pour moi à Super Metroid, qui est aussi très beau, mais qui ne bénéficie pas du Super FX. Effectivement. Et qui a son argument de vente du boss qui prend plus d'un écran. C'est le marketing de l'époque. C'est le boss, il faut un scrolling pour voir le boss en entier. Il faut de télé, ouais. Hop, normalement la caméra remarche. OMG, peut-être. Je sais pas pourquoi elle est morte en plein milieu. Mais... Pour la fin de l'émission. Ouais, qui sait. La Super Nintendo et la Mega Drive, c'est vraiment des grandes consoles de l'histoire du jeu vidéo. Et l'ère 16 bits, c'est vraiment une ère qui a été très marquée par cette guerre des consoles, et du coup par beaucoup d'innovations, beaucoup de jeux très variés, beaucoup de grands jalons de l'histoire du jeu vidéo. Et c'est des jeux réellement très impressionnants sur les deux consoles. Donc personnellement, forcément, je suis plus Nintendo, mais la Mega Drive, j'ai aussi grandi avec. Elle a aussi eu des très grands jeux, et ça me semblait intéressant d'en parler. Bah oui. Rien que de se dire que c'est sur Super Nintendo qu'est né Mario Kart. Enfin, tout à fait. Mario Kart, on voit où on en est aujourd'hui. Hein. Ça montre l'ampleur du truc. On me suggère une autre alternative. Ah oui, mais je ne peux pas la régie parce que c'est mon téléphone, la caméra. Et oui. Bah, nous finirons avec l'écran noir qu'est Samy. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Je peux mettre un petit dessin de Samy sur la VOD s'il faut. Attends, je peux te filer un dessin de Samy, Mathis. Non, mais ça,
Ça, c'est Firefox qui fait n'importe quoi. Déjà, il a craché tout à l'heure. Bah ouais, mais faut être sur Edge. Moi, ça marche que sur Edge, Ouais, Ninja. mais je préfère Firefox. Ah oui, Mais bah moi aussi, mais Ninja, il fonctionne que sur Edge. Ah, moi je suis sur Edge, lol. Bah ouais. c'est très bizarre. Enfin bon, bah oui, j'avoue ne pas avoir tout suivi à la partie technique. Ah, j'ai été très Euh, technique, c'était un peu le but aussi, mais ouais. Oui, mais j'avoue ne pas avoir suivi tellement la partie technique. Mais après, que ce dernier plan, j'aime bien. C'est vieux et pourtant c'est très beau. Donc, Mais oui, c'est beau, mais c'est loin. ouais, c'est ça, donc c'est pas mal, ma foi. Yoshi's Island, c'est sans doute le jeu le plus beau de la Super Nintendo pour moi, hein. C'est vraiment une esthétique unique, hein. Ah ouais, parfait, parfait pour le saigner. Ah, c'est bon. C'est bon, Samy, C'est tu es de bon. retour. Elle est très très bien. Hop là. Bah, très bien. Rentabiliser. Hein. Je rentabilise mes dessins. T'as Ah bah, bien il faut, raison. il faut. Sur ce, ben, merci.